Alors, merci beaucoup pour l'invitation à ce très très beau colloque qui m'est vraiment un immense plaisir à tous les niveaux. Je suis très très heureuse de pouvoir y participer. Je viens de découvrir que la police est un peu différente. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres surprises. On verra ce que la technique nous préserve. Donc, oui, cette invitation m'a permis de me pencher sur une image qui m'avait un peu interpellée et sur laquelle j'étais tombée plutôt par détour. Donc, travaillant sur Vicente do Rego Monteiro et son rapport aux arts autochtones, j'étais tombée sur l'image que vous retrouverez donc en couverture du magnifique catalogue de Jacques Lénart, l'Arqueiro Digital de Denilson Baniwa. C'est donc par le biais du modernisme des années 20, donc qui est plutôt mon domaine, que je suis arrivée aux artistes autochtones contemporains. Et c'est précisément ce lien qui me travaille depuis, mais c'est aussi ce lien qui est souvent mis de côté quand on parle de l'archi digital. C'est donc à partir de cette sorte de contournement que j'ai pensé ma présentation pour interroger différentes manières de voir cette image, en me penchant d'un côté sur des discours qu'elle a pu susciter, ainsi que sur une histoire visuelle qui pourrait l'accompagner. Alors on dit souvent qu'il s'agit d'un travail en cours pour finalement présenter quelque chose d'absolument abouti, ce ne sera pas mon cas. Ce sont en effet surtout des questions que je voudrais poser pour présenter une sorte de mosaïque d'observations organisée en 8 petites sections. Rethinking the Apocalypse, an Indigenous Anti-Futurist Manifesto. Le manifeste publié en ligne en 2020 par Indigenous Action fut un véritable cri de colère. Tandis que des gens aisés s'opposaient à la vaccination en revendiquant leur droit à s'abstenir des mesures de solidarité, et que des intellectuels débattaient sur la fin de la démocratie et d'autres scénarios apocalyptiques, le manifeste rappelait que les ruptures et les discontinuités de la modernité portent en elles-mêmes les conditions de la colonialité. Certaines sont célébrées, d'autres sont condamnées au silence. Why can we imagine the ending of the world, yet not the ending of colonialism? La pandémie du Covid-19 avait obligé le mouvement autochtone d'aller online, tandis que les attaques, la déforestation, l'exploitation minière, eux, ne se confinaient pas. Au contraire, les violations des droits humains augmentaient. Au Brésil, les inégalités furent d'autant plus violentes car elles se voyaient encouragées par un gouvernement populiste d'extrême droite. Ce que Bolsonaro appelait encore en 2021 une petite grippe eut des effets dévastateurs. Pour les peuples autochtones, la pandémie fut une période de menaces intenses et de lutte. Le manifeste indigène antifuturiste est un témoin de cette phase, ainsi comme d'innombrables d'autres initiatives, telles que Radio Yandé, qui ont joué un rôle co-créé par Denilson Baniwa et qui ont joué un rôle important à combattre les fake news pendant la pandémie. Publiée d'abord en anglais le 19 mars 2020, une série de traductions suivirent aussitôt, incluant d'autres images et en les incluant différemment aussi. Contrairement à l'édition anglaise, la version brésilienne accompagne toutes les images d'une légende, incluant le nom de l'artiste et le titre de l'œuvre. C'est donc ici que nous retrouvons l'archi digital dans la version brésilienne du manifeste, accompagnée non seulement d'un titre, mais aussi d'une description de l'artiste. Je cite « Image réalisée à partir de la gravure Caboclo de Jean-Baptiste Debré, la même que Vicente do Rego Monteiro a utilisée pour créer l'archi, qui a révolutionné la manière d'utiliser la culture autochtone comme inspiration, dans ce cas la culture marajoara. » Ce n'était pas la première reproduction de l'œuvre, mais peut-être celle qui lui donna le plus de visibilité. Créée en 2017, l'archi digital avait déjà connu une intéressante trajectoire avant de se retrouver confinée. Avec leur intervention lors de la Biennale de São Paulo en 2018, Jaida Resbao et Denilson Baniwa avaient lancé le débat sur la présence des artistes autochtones. C'est dans ce contexte, donc 2 ans avant la pandémie, qu'ils s'étaient engagés dans une série d'ateliers urbains dans les rues de São Paulo. L'archi digital faisait partie des affiches qui ont été créées et qui ont ensuite voyagé à travers le Brésil. Une image donc qui commence son parcours dans un projet urbain autour des terres autochtones et qui se trouve ensuite confinée à soutenir un manifeste publié en ligne. Du street art au lockdown, pour ensuite faire son chemin dans le monde de la critique et plus particulièrement le monde académique.
Et donc c'est autour de cette visibilité et de sa discursivisation que je voudrais orienter mes réflexions. Il y a surtout un aspect qui m'avait interpellée dans la manière dont la recherche avait accueilli l'arché digital. Et c'est l'omission de la description fournie par l'artiste et en conséquence l'absence de l'image de Rego Monteiro. C'est ainsi que l'image de Denilson Baniwa a pu servir comme illustration de positions bien paradigmatiques. Et je résume en quelques mots juste quelques points qui reviennent récurremment. Alors, c'est l'idée d'un choc de civilisation qui se jouerait dans la confrontation entre Debré et Baniwa, menant à un renversement, à un dépassement. C'est l'idée d'un avant et d'un après qui passe d'un passé subjugué à quelque chose de nouveau, une modernisation représentée par le signe Wi-Fi. Et c'est surtout une relation de pouvoir qui vient s'illustrer à travers ces deux images. Voilà, je vous montre ici juste quelques exemples plutôt anonymes tirés de l'Internet pour ne pas entrer dans la discussion d'une telle ou une telle approche scientifique, car c'est vraiment plutôt une question structurelle qui m'intéresse. Donc, pas du tout l'idée de critiquer une autorité en histoire de l'art, mais d'interroger l'argumentaire auquel ils vont faire recours. Voilà, ce qui m'interpelle, c'est surtout le côté binaire de ces propositions. Nous avons d'un côté, et je suis un peu schématique, Denilson Baniwa qui se retrouve donc dans un ensemble d'artistes acteurs d'une révision critique, tandis que Debré se trouve ensemble avec Eckhout ou Rugendas et d'autres dans le rôle de témoins de la violence coloniale. Si on pense aux efforts entrepris par Denilson Baniwa, Jaida Esberl et d'autres, on pourrait se réjouir de cette visibilité et de la place qu'une certaine critique semble leur accorder dans le but de développer une histoire de l'art décolonial. Cependant, cette visibilité a un prix et il me semble qu'elle n'est pas exempte d'une série de raccourcis qui disent peut-être plus sur nous que sur ces images, sur notre relation à l'histoire et peut-être aussi sur notre manière à penser les images à travers l'histoire. L'arché digital se présente déjà comme un ensemble d'images et de textes. Nous avons une image, son titre et une description fournie par l'artiste, donc une sorte de jackpot, si on veut, pour l'historien d'art. À première vue, tout semble être dit. Et c'est peut-être justement là un des aspects les plus originaux de cette œuvre. C'est, il me semble, avec ce geste de la toute compréhension que l'image nous confronte pour rendre les choses un peu moins claires, ou pour être plus précis, peut-être un peu moins transparentes. La description fournie par Denilson Baniwa nous invite à intégrer son image dans un double dialogue avec le peintre Jean-Baptiste Debré, venu de France au Brésil dans le cadre de la mission artistique française, et avec l'artiste Vicente Rego Monteiro, qui voyagea du Brésil vers la France et fréquenta les cercles d'avant-garde des deux pays. À partir de leurs images est construite une histoire de relations dans laquelle trouve même sa place la culture précolombienne marajoara, ainsi que la communauté Baniwa qui vit aujourd'hui aux frontières du Brésil avec la Colombie et le Venezuela. La série établit un dialogue avec les époques et les cultures, de la France des années folles à l'époque coloniale du Brésil, jusqu'à la culture pré-cabaralienne d'un pays qui ne s'appelait pas encore Brésil. Entrent ainsi en dialogue différents médias visuels, lithographie, peinture, collage numérique, différents domaines d'intérêt, ainsi que différents contextes de création et aussi différents types d'artistes, et peut-être aussi, comme je voudrais le montrer, différentes formes de faire lien. Vu dans cette configuration, nous pourrions être tentés à voir les trois images selon le modèle classique de la flèche du temps. Le passage d'un avant à un après impliquant des influences pensées à partir d'une origine et développées sous le signe de l'originalité et du progrès. Comme nous le rappelle Jacques Rancière, cette conception du temps est toujours aussi indicateur de pouvoir. Je cite, « Derrière la dialectique du progrès et du retard, il y a l'opposition entre ceux qui vivent dans le temps de la connaissance et de l'action et ceux qui vivent dans le temps subi de la survie et de la répétition. » Nombreux sont les exemples en histoire de l'art qui démontrent la popularité de cette conception du temps,
sans que cela se manifeste nécessairement dans une vision explicitement néo-impériale ou eurocentriste. Nous le retrouvons aussi dans notre manière à penser les pratiques artistiques en tant qu'original et copie, inspiration et réalisation, esquisse et aboutissement, ou alors peut-être aussi quand nous cédons à une rhétorique un peu trop améliorationniste qui ferait de l'arché digital le renversement réussi de Debré. C'est ici que la lecture du manifeste indigène antifuturiste me semble d'autant plus importante. Je cite: « De tome religieux à un spectacle scientifique fictionnalisé, chaque ligne du temps imaginée est construite de manière si prévisible. Un début, un milieu et ultimement une fin. Inévitablement, dans ce narratif, il y a un protagoniste combattant un autre ennemi. » Le texte s'oppose donc au paradigme monochronique et à l'universalité de ce qu'on a appelé l'illusion idéologique du temps occidental. Il souligne la violence inhérente à ces concepts progressistes et l'oppose à des perspectives autochtones, cycliques et ancrées dans la connaissance ancestrale de la prophétie. C'est dans ce sens, il me semble, que nous pouvons aussi lire la description de Denis Sambaniwa. Non seulement il dévoile ses sources en désarmant par avance notre habitude à vouloir remonter aux origines, mais surtout il nous invite à penser une histoire autre que celle de la linéarité. Comme si elle tenait à nous avertir d'une logique trop logique, la description vient nous interpeller dans notre réflexe à réduire l'histoire à un modèle binaire. Nous pouvons ainsi comprendre que l'opposition à Debré ignore cette importante figure du tiers que Denis Sambaniwa a introduit avec Rego Monteiro. Un intrus, si on veut, car il ne se soumet pas à l'analogie visuelle qui s'impose entre Debré et Baniwa. Il ouvre la possibilité d'une forme de partage qui ne serait pas celui de la ressemblance. Une image donc qui nous invite à penser la relation à partir de la multiplication et la différence et non pas l'identité. L'image de Debré vient elle aussi accompagnée d'un ensemble d'éléments textuels. C'est justement ce que Jacques Lénart nous a fait découvrir en reconstruisant minutieusement le travail à la fois éditorial et pictorial derrière le voyage historique et pittoresque et historique au Brésil, qui est donc, on l'a vu, avant tout un livre en 3 tomes composé d'images et de textes. Le caboclo occupe la 5e planche du premier tome, et son titre se fait en 2 parties, Caboclo et, en parenthèse, Indien civilisé. À cela s'ajoute une description, je cite, « Croirait-on que se tenir couché sur le dos, lancer ainsi vigoureusement une flèche et d'une manière presque incroyable pour nous, n'est pour ce caboclo qu'un simple exercice d'adresse offert au regard des voyageurs étrangers qui le visitent. Il choisit toujours le plus petit de ses arcs pour exécuter ce tour de force. Ensuite, pour continuer de captiver l'admiration des spectateurs, par opposition, il se relève et debout, le corps extrêmement déployé, il décoche sa flèche perpendiculairement au-dessus de sa tête, de manière à ce qu'elle retombe près de ses pieds, dans l'intérieur d'un cercle tracé par terre et dont il occupe le point central. La posture particulière du caboclo trouve donc sa raison d'être dans le regard d'autrui. Elle fait partie d'une mise en scène pour autre. Debré présente l'Indien civilisé présentant un tour de force qui pose en lui seul déjà la question de l'être. La description de Debré, qui est en vrai un casse-tête pour tous ceux qui voudraient comprendre l'exercice, nous met donc face à un double scénario, à la fois représentation d'autrui et représentation de la représentation pour autrui. Le caboclo de Debré nous confronte avec un croisement de regards où se rejoignent subjugation et agentivité, mise en scène et documentation, artificialité et réalité. Ainsi, les images peuvent devenir des espaces de négociation où des catégories a priori strictes et définitives, comme celles que Debré inclut dans son livre, ne sont peut-être pas nécessairement renversées, mais où leur construction est à tout le moins rendue visible. C'est notamment le cas pour les planches dédiées aux cabocles baptisés qui vivaient en contact intense avec la société coloniale. Ils incarnent une ambivalence caractéristique qui relève de la position sociale du caboclo
entre colonisateurs et communautés autochtones, étant tantôt celui d'intermédiaires et de traducteurs, tantôt celui de parias ou de personnes n'appartenant pleinement à aucun des deux groupes. Les connotations varient considérablement à travers le temps selon les contextes sociaux, ethniques et politiques. Le caboclo, qui veut symboliser l'assimilation forcée et la perte de la culture et de la langue autochtone, peut aussi représenter la survivance de ceux qu'on tentait de faire disparaître à travers l'aide de ce lexique qui vient pourtant de la langue tupi. Mon idée ici n'est pas de fuir dans une sorte d'ambivalence principielle qui rendrait toute tentative d'interprétation forcée, mais il me semble intéressant que nous pouvons voir à travers le texte et son contexte historique que l'image de Debré, ainsi que le sujet qu'elle traite, pose la question de l'identité sans pouvoir la répondre univoquement. Comme Jacques Lénart l'a montré en reconstituant la réception du voyage pittoresque et historique au Brésil, les regards portés sur Debré évoluent dans le temps. D'un premier Debré qui est célébré pour avoir su dépasser la vision stéréotypée d'un Brésil sauvage, au Debré d'aujourd'hui vu par certains comme représentant du regard européen et colonisateur, Debré connaît une popularité inouïe au Brésil, où on le retrouve tant dans les manuels scolaires que dans les telenovelas. Il me semble qu'il y aurait ici un travail intéressant à faire, à reconstruire comment ces différentes perspectives se manifestent et se concrétisent à travers les images, et peut-être même en particulier à travers ce caboclo qui semble occuper une place paradigmatique dans ces réinterprétations, tantôt représenté comme plus civilisé, tantôt comme plus sauvage. Bien avant que les artistes contemporains d'aujourd'hui reprennent ces images, nous retrouvons à travers l'histoire une variété visuelle qui témoigne de ce dialogue avec Debré en mots et en images. Ces reprises ne suivent pas un développement linéaire. Des perspectives bien différentes peuvent cohabiter dans le temps, comme le montrent ces deux exemples français. Et pareil pour Rego Monteiro, qui connaît lui aussi une réception bien turbulente quant à ce qu'on a appelé son indianisme d'avant-garde. Je vous montre ici, juste à titre d'exemple, une critique de 1921 qui me semble spécialement intéressante car elle vient accompagnée de ce portrait de Rego Monteiro qui se retrouve donc réduit à sa tête, présenté comme le trophée d'un personnage autochtone, tout en étant bien plus grand et bien plus visible que lui, comme si la question de l'appropriation pouvait être laissée en suspens, comme si nous pouvions nous demander qui s'approprie qui et qui expose qui. Entre-temps, les débats autour de la violence épistémique de la représentation des peuples autochtones semblent avoir atténué les ambivalences. Ainsi, celui qui jadis fut célébré comme l'archéologue de l'âme antique se retrouve aujourd'hui au milieu d'un débat compliqué autour du primitivisme et de l'appropriation culturelle. Il serait intéressant de reconstruire l'historicité de ces différents regards portés sur Rego Monteiro, tant au Brésil qu'en France, car elle décline de manière bien variée le dialogue avec l'art autochtone. Ce lien était notamment au cœur même de la redécouverte de Rego Monteiro à partir des années 70. La grande rétrospective de 1997, organisée par Walter Zanini à São Paulo, alla même en faire un argument majeur de la modernité. C'est en s'appuyant sur l'art autochtone brésilien, et non pas des modèles étrangers, que l'art abstrait se serait développé au Brésil. Et je reprends ici un article parmi d'autres dont l'argumentation visuelle met elle aussi en évidence cette approche. Il ne s'agit pas ici de nier l'ancrage de Debré ou de Rego Monteiro dans les idéologies de leur temps, mais de prendre en compte qu'il y a une historicité des regards qui vient se mêler à leur œuvre. Faire référence à l'un ou l'autre signifie nécessairement entrer en dialogue avec ces histoires de regard, et ceci peut-être d'autant plus quand le dialogue se fait à partir du caboclo, offert lui-même au regard des voyageurs étrangers. Ce que je voudrais mettre en avant est donc la question de l'historicité, ou peut-être plutôt une inquiétude, car il me semble que nous assistons actuellement à une sorte de chavirement quant à la place du présent. Il me semble alors important de revenir sur la nature du dialogue avec le passé, tel qu'il a été développé à partir d'une théorie critique de l'histoire. Et je cite juste un petit passage. Il ne s'agit pas de présenter les œuvres littéraires dans le contexte de leur temps,
mais bien de donner à voir dans le temps où elles sont nées, le temps qui les connaît, c'est-à-dire le nôtre. Et ceci vaut aussi pour les œuvres artistiques ou visuelles. Si Walter Benjamin insistait à faire valoir des questions contemporaines pour éviter une approche qui serait juste descriptive, c'était dans une approche à la fois dialogique et dialectique, consciente de sa propre historicité et de sa perspectivité. C'était donc dans le sens d'un dialogue entre présent et passé qui ne saurait se réduire à une opposition binaire, sacrifiant sa complexité aux sensibilités de son temps. Voilà, je touche à des très grandes questions, mais il me semble que nous retrouvons cette approche à la fois dialogique et dialectique dans la description fournie par Denio Sombaniwa. Elle ne fait pas l'histoire de son archer, mais montre qu'il y a une historicité à prendre en compte depuis le présent, sans sombrer dans une sorte de présentisme. Et c'est pour cela aussi que l'inclusion de Rego Monteiro me semble si intéressante, car elle pose la question d'une révolution de l'inspiration. D'après ce que nous savons, Rego Monteiro n'a en effet eu aucun contact direct avec les peuples autochtones. Ses connaissances, il les acquiert par le biais de différents médiateurs. Ainsi, il étudie la culture précolombienne de Marajo, ainsi que celle de Maraca, dans les musées au Brésil et en France. Cet exercice devant les originaux vient accompagné par la lecture d'études historiques et ethnologiques, certaines brésiliennes, d'autres étrangères. Et dans certains cas, je vous montre ici, nous retrouvons les noms indiqués dans ces cahiers, et dans d'autres, on peut les reconstruire à partir des dessins réunis par Rego Monteiro. Et cela comprend évidemment aussi les représentations d'anciens voyageurs, dont les illustrations se retrouvent dans de nombreux livres d'auteurs brésiliens. Encore deux exemples. En haut, celui évidemment de Debré, ou alors celui de Theodor Koch-Grünberg, ethnologue d'Allemagne, qui avait publié des dessins faits par des autochtones en indiquant le nom de chaque dessinateur. Debré figure donc ici au sein d'une multiplicité d'auteurs et de voyageurs, aussi bien brésiliens que étrangers, dont Rego Monteiro étudie les écrits ainsi que les images. Plutôt que de rejeter précipitamment ces images comme témoins d'une violence épistémique, il me semblerait intéressant de prendre déjà acte de leur créativité. L'engagement de Rego Monteiro avec cet héritage témoigne non seulement d'une profonde connaissance visuelle, mais aussi d'une spécificité caractéristique de l'historiographie brésilienne. Ce dialogue avec les représentations du passé est un travail de réinterprétation qui témoigne de la recherche d'une antiquité brésilienne et de la quête d'une histoire sans archives. Une histoire antérieure à la soi-disant découverte qui donna le nom à un pays qui existait déjà, une préhistoire, si on veut, dont on ne saurait qualifier les représentations en tant que locales ou externes, passées ou présentes, tant ces histoires sont entrelacées et ne cessent de s'actualiser. C'est pour cela aussi que ce photomontage réalisé par Rego Monteiro me semble bien plus pertinent et peut-être aussi plus intéressant pour penser son archer que les sources d'inspiration qu'il aurait pu voir sur place à Paris et dont il aurait été influencé. Son archer apparaît ici comme une sorte de revenant qui fait écho dans son atelier parisien, une apparition presque fantasmagorique qui voyage à travers le temps et l'espace, ancré dans un lieu précis et pourtant en dialogue avec d'autres. Sa réinterprétation de l'Indien civilisé réunit les trois personnages dispersés sur la feuille de Debré, permettant à deux d'entre eux d'affronter directement le regard du spectateur. Leur disposition est telle qu'on peut se demander si les trois personnages ne seraient pas éventuellement un seul, présenté à la façon d'une chronophotographie. Un archer, donc, exerçant ce tour de force décrit par Debré, en faisant à travers son mouvement apparaître des arcs en vague dont on peut retrouver une sorte d'écho chez Denio Sombaniwa. C'est peut-être cela aussi, révolutionner la façon dont nous pensons l'inspiration, faire entrer d'autres médias et d'autres traditions. Outre l'omission de la description de Denio Sombaniwa, un élément qui m'avait interpellée était l'omniprésence du signe Wi-Fi,
qui apparaît si évident que d'autres motifs ne semblent pas arriver à s'imposer. Comme indiqué sur le site de l'artiste, l'Arché digital nous invite à visiter le site web de Radio Yandé, la première web radio autochtone du Brésil que Denio Sambaniwa avait cofondée en 2013 et pour laquelle il créa le logo. Le symbole rouge et jaune, initialement avoir été pensé comme la combinaison d'un réseau sans fil et d'une plume stylisée, mais l'artiste y associe d'autres interprétations. Je cite « On dirait une pirogue, tu sais, qui avance sur l'eau, et puis qui répand ses ondes comme des ondes radio, comme des ondes sonores. » Une sorte de palimpseste, donc, de différents modes de transmission. Le logo, habituellement représenté de manière rectiligne, a été légèrement tourné pour le montage, de telle sorte que ce canoë coiffe se superpose à la flèche du caboclo, tandis que l'arc se présente dans une certaine tension par rapport à eux. Denio Sambaniwa ajoute donc une structure moderne à une image plus ancienne, mais cette superposition va à l'encontre d'une modernité du renversement. L'Arché digital confronte l'histoire des images de Debré et de Rego Monteiro, qui est une histoire d'interprétation, d'appropriation et d'attribution, à un présent concret qui est celui de la lutte pour les droits des peuples autochtones, y compris le droit à la mémoire. En introduisant ce logo dans une histoire visuelle, l'Arché digital rappelle l'importance des cultures orales pour la transmission du savoir. Des parlers originels qui revendiquent leurs droits, comme on pouvait le lire il y a quelques jours dans un article du Monde dédié à la préservation des langues ancestrales. Ce qui est en jeu ici, donc, n'est pas seulement le droit de parole, mais aussi et surtout l'oralité des parlers originels. Une autre forme de tradition, et peut-être même une tradition d'autres autres, pour reprendre une formule de l'anthropologue Eduardo Viveiros de Castro. Il y aurait des grandes questions à développer à partir de ce petit signe qui peut d'abord nous sembler comme simplement superposé sur l'image, mais si on le regarde de plus près, on s'aperçoit qu'il est à la fois devant et derrière l'image de Debré, offrant à notre vue un jeu intéressant avec la transparence et l'opacité, l'interruption et le dévoilement, l'effacement et la mise en valeur, l'obscurcissement et l'éclaircissement. Ainsi, l'Arché digital pourrait être vu comme une invitation à multiplier les histoires et non pas à les définir. Non pas en finir, mais raconter d'autres histoires pour retarder la fin du monde, comme le dit Ailton Krenak. Non pas un renversement, mais un dialogue, un grand E. Non pas une comparaison, mais une relation. Une question délicate s'impose ici. D'où nous vient ce réflexe d'aller si vite quand il s'agit des images des anciennes colonies et plus encore peut-être d'images qui reprennent les archives coloniales? Est-ce peut-être un réflexe que nous adoptons face à la critique idéologique qui nous pousse à voir les images à partir d'un cadre qui est celui de la civilisation et non pas de la culture, à faire une histoire des idées et non pas une histoire des images, comme on pourrait dire avec Georges Teddy Huberman? Ce geste s'inscrit certes dans une déconstruction des normes établies. Cependant, si la remise en question des discours normatifs conduit à négliger la complexité et la multiplicité des pratiques culturelles, elle risque de se jouer de son potentiel critique. Comment alors interpréter le fait que nous restons accrochés au modèle binaire, bien que Denio Sambaniwa nomme au moins 3, voire 4 modèles différents et met en évidence un jeu complexe entre relations entre eux? Est-ce un résidu néo-impérial qui nous permet d'être plus simplificateurs quand il s'agit des arts et des cultures des anciennes colonies? Est-ce le dispositif comparatif qui nous pousse à aller vers des histoires de genèse et non pas de rencontres? Est-ce l'habitude de privilégier des questions de temporalité au lieu de penser à partir du déplacement et des lieux, à ancrer et enraciner notre regard au lieu de s'ouvrir à l'expérience d'un dépaysement? Ou est-ce la flèche du temps qui persiste et qui nous impossibilise d'imaginer qu'il puisse y avoir des flèches qui se croisent? Ou est-ce un vieux réflexe progressiste qui reste attaché à l'idée que l'histoire ne peut que s'améliorer? Ou alors est-ce la difficulté de faire lien, de penser en relation et non pas en opposition? Il me semble que ce sont des questions que l'Arché digital nous pose en attirant notre attention sur un double enjeu, notre compréhension de l'histoire et la place de l'art.
Denio Sambaniwa nous met face à une multiplication d'images qui est aussi une multiplication d'histoires. Elle complique le regard porté sur l'image unique. Elle met en question l'aura de l'un. Elle tiraille de l'autonomie de l'interprétation, mais aussi de l'autorité de l'interprète. Et c'est à ce sujet que l'inclusion de Rego Monteiro peut nous interpeller. Elle renvoie à un contexte historico-culturel pour lequel la question de la relation était primordiale. Ce contexte est celui du centenaire de l'indépendance du Brésil de 1822, qui mena, entre autres, on vient de le voir, à l'élaboration du manifeste anthropophage, pensé à partir du rituel anthropophage des Indiens Tupinamba. À la fois pamphlet philosophique et utopie sociale, ce texte fondateur du modernisme cherchait une troisième voie au-delà du dogme de l'imitation soumise et de l'appel à un nationalisme isolationniste. Avec son projet d'une ré-anthropophagia, développé au moment d'une révision critique du modernisme, Denio Sambaniwa nous confronte avec une forme de poétique de la critique. Ce n'est donc pas juste un texte, c'est une proposition artistique élaborée en images et en mots. Comme Fernanda Pita va sans doute vous le montrer d'une manière bien plus élaborée, Réanthropophagie appelle à dévorer la dévoration, à l'embrasser tout en l'interrogeant, dans un geste à la fois d'appréciation et de critique. En ce sens, le ré de Réanthropophagia tient à la fois de la révolte et du renouveau. C'est justement en faisant lien qu'elle reprend le modèle relationnel mis en avant par Oswaldo Andrade pour interroger son rapport problématique à ceux avec l'aide desquels la critique des approches essentialistes s'était formulée. Les autochtones n'étant pas agents de leur subjectivité, comme on dirait aujourd'hui, le reproche de l'appropriation culturelle s'impose. Et pourtant, ces mêmes créations artistiques, nées au sein de la haute bourgeoisie, sans contact direct avec les populations autochtones, sont aujourd'hui réinterprétées par les artistes autochtones comme un moyen de renouer avec un héritage perdu. Elles deviennent à leur tour sujet de réinterprétation. Peut-être nous pourrions nous laisser inspirer par cette manière de penser l'inspiration, afin d'imaginer une forme de critique qui saurait valoriser ce que l'historienne de l'art Victoria Schmidt-Linsenhoff appelait une esthétique de la différence, un savoir de l'image qui saurait faire insurrection au milieu des positions dogmatiques, une forme de penser l'art dans son potentiel à échapper aux raccourcis d'ordre idéologique. L'archer digital, loin de cancel le caboclo de Debray, entre en dialogue avec lui, il l'accueille. Il pourrait être le signe d'une hospitalité qui saurait imaginer comment dépasser les hostilités. Il est là pour nous rappeler que quand les flèches se croisent, les archers se réunissent. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour cette très belle conférence. Peut-être qu'on peut réagir directement par des commentaires ou des questions, si vous le souhaitez. Non, on peut prendre un temps, là. Je vous remercie pour cette allégorie du caboclo dont j'aimerais, si vous le voulez bien, je suis un peu gênée parce que je connais bien le terme brésilien et j'ai du mal à le rapprocher de ces images. Donc, est-ce qu'il y a d'autres synonymes ou est-ce que c'est ma mémoire qui me fait des faux, ce qui est bien possible? En tout cas, ce que j'aimerais vous dire sur le paradoxe que vous venez d'évoquer, vous me posez une question de retour donc dans une même société civile, en quelque sorte, où finalement, il faudrait presque se dire bah non, c'est même pas suivi, c'est plus suivi, on tourne la page. Et en même temps, vous parlez d'une haute bourgeoisie. Alors, qu'est-ce que serait une haute bourgeoisie qui pourrait défendre une liberté d'expression à ce point? Est-ce que c'est une bourgeoisie militante
Ou est-ce que c'est un phénomène de mode sur lequel, bon, la liberté d'expression fait partie, évidemment, d'un autre mouvement qui serait plus, comment dire, néolibéral, si je devais le parler de cette façon-là. Merci. Oui, merci beaucoup. Alors, j'ai un peu poussé l'argument dans une certaine direction, mais pas dans le but de créer un malaise, ça, c'était pas mon projet, mais d'interroger, peut-être c'est une question vraiment méthodologique, de ce que nous faisons aux images en tant que chercheurs. Quand nous critiquons, par exemple, une appropriation culturelle, nous nous Merci, aussi des images. Donc c'est vraiment la place de l'image dans ces récits qui me semble être quelque chose qui relève peut-être un peu plus d'un réflexe quand nous pensons avoir une critique décoloniale et qui nous empêcherait peut-être de l'étudier aussi sérieusement et profondément qu'on le ferait peut-être dans d'autres cas. Donc c'est pour ça que j'ai proposé un close reading ou un close looking, si on veut, de cette image. Alors caboclo, évidemment, un terme qui connaît pour la grande partie une connotation péjorative qui est très forte, mais qui connaît effectivement à travers l'histoire et surtout pour le temps de Debré dont on parle, des ambiguïtés qui ne sont pas si claires et si strictes et si dogmatiques. Et il me semble que les artistes, même en reprenant ces images, cette image, nous font montrer qu'il y a peut-être d'autres aspects à voir dans cette image que nous passons peut-être à côté en la jugeant trop vite par des positions plutôt identitaires ou idéologiques en tout cas. Voilà. Pour l'autre bourgeoisie, je ne parle pas de Neo Sombani, c'était plutôt une reprise de la recherche critique qui se fait aujourd'hui par rapport au modernisme, auquel on peut évidemment, si on veut, reprocher, voilà, c'était une classe aisée qui avait les moyens de voyager, qui était blanc, qui vivait entre la France et le Brésil. Néanmoins, on peut aussi se pencher sur leur création. Et il me semble que les artistes autochtones d'aujourd'hui nous montrent comment on peut engager avec leur œuvre sans nécessairement les juger tout de suite par un prisme qui serait peut-être celui de la classe sociale. Je ne vois pas la solution dans la haute bourgeoisie. Non, il y a une chose dans l'aspect formel de l'image de Vicente do Rego Monteiro par rapport aux deux autres, de Debré et de Nilsson, c'est la forme même. Il y a une symétrie claire dans la forme de Vicente do Rego Monteiro et dans les autres, c'est la diagonale qui est importante. Et ces deux aspects me font penser que Vicente do Rego Monteiro, qui était en Europe, il était entre l'Europe et le Brésil, qu'il était très proche du mouvement moderniste art déco, même des formes art déco qui étaient très à la mode et qui joignaient beaucoup aux formes de l'art marajoara géométrique. Et je crois qu'il a su faire ces rapports d'une façon très, très pertinente, mais je me demande toujours qu'est-ce que ça apporte quand on voit une image qui est complètement symétrique et en horizontal et les autres qui sont en diagonale. Oui, alors merci beaucoup. Je n'ai pas du tout traité ce côté plus peut-être formaliste, qui est par ailleurs bien étudié. Donc ce lien que Rego Monteiro essaye de faire ou essaierait de faire entre peut-être même l'art cubiste, ce qu'il a pu voir avec Léger, en le mélangeant avec l'art marajoara, l'art art déco. Mais il y a un réflexe
que je pense que Denis Osumbaniwa face auquel il nous met en garde, un réflexe à toujours chercher, disons, des modèles, des sources qu'on pourrait vouloir trouver pour expliquer une image. Et c'est ça, cette description qui peut-être vraiment, c'est un petit aperçu, mais je suis restée attachée à cette description en me demandant pourquoi introduire Rego Monteiro dans ce dialogue. Le rapport avec Debré, il est évident, et il me semblait que c'était une manière de complexifier un peu l'histoire, de complexifier peut-être aussi les jeux de sources, des modèles. Et c'est quelque chose que j'ai l'impression qu'on retrouve d'autant plus dans toutes les recherches sur la transculturalité, où on va essayer de voir d'une manière un peu superficielle comment une telle et une telle image ont été mélangées. Donc là, il y a quelque chose qui peut-être pourrait nous insister à réfléchir. Voilà, il y a peut-être un dialogue qui va au-delà de cette visibilité. En changeant l'aspect formel. Oui. Parce que... Et comme je vois beaucoup aussi la... Oui, mais c'est présent, c'est explicite, et même, enfin, Denis Osumbaniwa renvoie à cela, et on peut peut-être penser à l'image de Rego Monteiro de la même manière quand on pense à l'image de Denis Osumbaniwa. Donc, il y a Debré, mais il y a aussi quelque chose d'avant qui renvoie à d'autres choses. Oui, et il y a aussi les couleurs de la céramique, il y a plein de choses qui reviennent ici. Là, effectivement, je me suis un peu plus concentrée sur cette manière de faire comparaison, parce que je me disais, qu'est-ce qui se passe du moment... Alors, ce n'était pas les diagonales et les horizontales. Moi, je me suis interrogée à qu'est-ce qui se passe du moment où on n'a pas 2 images, mais 3. Ça rend les choses un peu plus complexes. Et je trouve intéressant que Denis Osumbaniwa nous pousse à penser cette question. La comparaison étant vraiment le dispositif en histoire de l'art avec lequel on a tous appris à penser un avant et un après. Donc il y a quelque chose ici qui est peut-être un peu plus subtil et plus délicat et plus complexe. En fait, bon, merci. Je voudrais revenir un peu en arrière à propos de la question de Madame sur les termes caboclo. Je suis très curieuse pour savoir comment cette mot arrive ici auprès de chez vous. Pour nous aussi, ça pose des multiples usages, connotations surtout. Mais je pense que peut-être ça vient des études vers la religion et l'Umbanda, qui a une ligne de travail assez forte avec de caboclo. Et comme la dame dans l'autre table a parlé aussi de l'incorporation, je pense que ça peut avoir un lien avec les études liées à la religion et à l'Umbanda. Mais je voudrais surtout vous écouter. Petit suspense. Bien, ce n'est pas mon intervention, mais si vous me permettez de répondre. Vous connaissez l'association Survival ? J'ai eu des années durant cette affiche chez moi. Et c'est un Indien de cette tribu qui est représenté là. Donc, pour moi, le caboclo, je connais le terme pour les pauvres, notamment du Nord-Est, et d'autres, je l'ai entendu au Brésil, donc qualifier effectivement la pauvreté. Je ne l'avais jamais entendu
au sujet donc d'un Amérindien. Donc j'ai été vraiment surprise et voilà pourquoi j'ai posé la question à notre intervenante, que je remercie d'ailleurs pour me rappeler directement cette affiche que j'ai eue des années, mais vraiment. Et c'est par l'usure que j'ai fini par la quitter, tellement par des déménagements, elle s'est trouvée abîmée. Mais c'est vraiment cette association militait pour la défense des menaces, alors qu'on n'était pas à cette fin une intégration donc volontaire d'une partie, je dis bien des Amérindiens, pas de tous bien évidemment. Voilà, excusez-moi donc d'avoir... Oui, moi, je voudrais juste ajouter un mot et revenir sur cette proposition que je trouve extrêmement riche et intéressante autour de cette esthétique ou éthique relationnelle à laquelle vous allez, ou dialogique. Et la relation aussi, on ne l'a pas évoqué, mais que je vois aussi dans cette image, c'est évidemment aussi entre le terrestre et le céleste. Et donc là, je la trouve aussi très forte aussi pour ça. Mais ça va dans le sens de ce que vous disiez. Mais je voudrais plutôt revenir sur la place de l'historicité. Vous avez évoqué justement dans les processus de fabrication des images, mais aussi de réception des images. Et j'entendais comment justement ces historicités-là, elles sont extrêmement riches à vous entendre. Je trouve ça très intéressant. Elles sont aussi traversées par des fragments, c'est-à-dire par des manques. C'est des historicités partielles qu'on a. Et voilà, ce n'est pas une question de méthode ni épistémologique, mais du coup, comment vous faites avec ces retours de l'histoire, mais qui sont forcément fragmentés, partiels? Est-ce que c'est un manque ou est-ce que c'est un espace de liberté? Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Merci beaucoup. Alors, c'est une réalité, je dirais. Et c'est pour ça que j'ai exceptionnellement vraiment usé cette formule de work in progress, parce que j'ai compris mon intervention vraiment comme des petits rapprochements dont on pourrait rajouter encore des milliers d'autres, mais dans l'idée, effectivement, peut-être, c'est aussi une approche très personnelle, de s'obliger à prendre en compte ces multiples regards, ces multiples histoires qui sont toujours rattachées à une image, et peut-être aussi par un réflexe à un certain courant, je dirais, que je vois en histoire de l'art en ce moment, qui se jette d'une manière peut-être précipitée. C'est peut-être pas toute l'histoire de l'art, c'est une histoire de l'art que je vois peut-être dans les contextes où je bouge, mais qui fait très vite avec ces images et qui se les approprie, et où on a effectivement un présent et un passé d'une manière presque très schématique, et où les multiples et milliers petits fils entre les deux se perdent. Et il me semble effectivement qu'il y a là quelque chose qui devrait nous faire penser à la place du présent. Et c'est pour ça que j'ai voulu amener cette citation de Benjamin, parce qu'on a tellement insisté dans la théorie critique sur le fait qu'effectivement notre regard sur le passé devrait être informé par les questions du présent, mais ce n'était jamais dans l'idée de faire du présent un paradigme idéologique. Donc c'était toujours dans une approche dialogique. Et il me semble que quelque chose de cela se perd quand nous opposons peut-être de manière un peu trop schématique un Debray français, blanc, colonisateur, et on perd toute la multiplicité effectivement, que dans ce français, il y a déjà une histoire entrelacée qui n'enlève rien de la brutalité de l'histoire coloniale, mais qui reconnaît peut-être les histoires entrelacées qui se sont faites dans l'histoire coloniale. Et qu'on ne peut pas désamorceler de cette manière.